Dominique Arsenault, bienvenue à la Grande Ludothèque. Sur les ondes de CISM, on s'apprête à commencer une émission un peu spéciale. À l'occasion du 35e anniversaire de CISM, il y avait un invité vraiment incontournable à recevoir à la Grande Ludothèque. Alexandre Fontaine-Rousseau, auteur de 2 livres. Vieille école, dans mon temps, les jeux vidéo étaient durs pour vrai, et il est strictement défendu de boire en studio, 30 ans de bénévolat à CISM. Ensemble, on fait un Pizzaghetti radio et jeux vidéo. 35 ans après la naissance de CISM et 40 ans et demi après le lancement de la première console de salon de Nintendo. Alors, bienvenue à la Grande Ludothèque. Je suis en compagnie d'Alexandre Fontaine-Rousseau. Bienvenue, Alexandre. Hey, bonjour. Bienvenue à la Grande Ludothèque, mais pas bienvenue à CISM, une station que tu connais sur les doigts de la main, le bout des doigts. Quelque peu, oui. Je commence à connaître chaque raccoin de la station. Mais là, il y a des choses qui bougent à chaque fois que je reviens. Fait que, je suis comme toujours un peu surpris, là, mais c'est toujours un plaisir de revenir à CISM. On revient dans des espaces familiers qui, en même temps, se sont un peu transformés, peut-être à l'image des espaces de jeux vidéo qu'on revisite sous l'œil de la nostalgie. C'est pas impossible, mais j'ai un rapport... j'essaie de pas avoir un rapport trop nostalgique aux jeux vidéo, tu sais. C'est sûr que c'est inévitable, mais j'essaie de pas juste... Tu sais, il y a des gens qui... C'est juste ça, l'angle, tu sais. Puis je trouve que ça fait pas un discours si intéressant que ça sur les jeux vidéo. Tu sais, très vite, t'as fait le tour, là. Tu sais, c'est comme, oui, tu jouais à ça quand t'étais jeune, puis ça te rappelle une bonne époque où t'avais pas de problème puis pas de loyer à payer. Je comprends, moi aussi, j'ai ça. Mais tu sais, comme... Secrètement, je pense qu'on peut, même quand on aborde des jeux un peu qui peuvent avoir l'air assez simples ou basiques, comme, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher d'autres choses que juste comme dans mon temps. Là. Puis, tu sais, le titre du livre, dans mon temps, les jeux vidéo étaient durs pour vrai. Le sous-titre, c'était un peu une blague. Puis, c'était un peu, tu sais, j'assumais un peu ce personnage-là du vieux chialeux qui dit des choses de même puis qui est comme ancré dans la nostalgie. Puis je me disais que si je l'appuyais juste un peu au début, c'était comme un clin d'œil pour être sûr qu'on se comprenait puis qu'il y aurait peut-être pas juste ça aussi. Tu sais. Voilà, écoute, le Vieille École, c'est un livre qui est vendu notamment chez Retro MTL, la boutique de jeux vidéo. Oui, effectivement. Quand je peux... on en avait amené une couple de copies quand le livre était sorti. Après ça, j'en ai ramené une batch un peu avant Noël. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Il est aussi disponible en librairie, là, dans toutes les bonnes librairies. Puis c'est drôle parce que, tu sais, comme ça se vendait relativement bien en librairie, mais à partir du moment où on l'a mis chez Rétro Montréal, tu sais, c'était comme une batch qui disparaît d'une shot. Là, c'était comme, OK, tu peux-tu en ramener? Puis j'étais comme, en fait, c'était les derniers exemplaires qui me restaient. Il va falloir faire une réimpression. Puis là, la réimpression, en fait, est faite. Là, fait qu'il est à nouveau disponible. Mais ce livre-là, il était sur ses derniers exemplaires quand j'ai amené ma dizaine ou ma quinzaine de copies, je ne sais plus trop, là, chez Rétro Montréal. Ah, c'est réjouissant d'entendre ça. Pour ceux qui ne sont jamais allés, si vous êtes dans la région de Montréal, évidemment, ce qui est le cas d'une bonne part de l'auditoire de CISM, vous pouvez passer à Rétro MTL dans Hochelaga. Moi, je trouve que c'est la plus belle boutique de jeux vidéo, certainement en Amérique du Nord, au complet. Oui, puis, tu sais, mettons, le Japon a des... Quand tu vas au Japon, t'es comme... Je pourrais pas dire au monde, mais vraiment, je suis d'accord avec toi en Amérique du Nord. Puis même en Europe, j'en ai fait une couple, puis jamais j'ai vu quelque chose d'aussi comme organisé, puis je trouve que c'est vraiment impressionnant. On parle beaucoup du boulevard Voltaire, je pense, en France, là, où est-ce que toutes les boutiques de jeux vidéo qui allaient une à côté de l'autre, là, puis c'est joli, c'est bon, c'est super, mais c'est tous des petits commerces, là, les espaces parisiens, là. Puis ils ont des belles vitrines, mais il y a comme, je sais pas, 8 vitrines dans un magasin, puis il y a un sous-sol, puis là, mais Rétro MTL, c'est spacieux, c'est lumineux, la déco est belle, l'offre est abondante, c'est vraiment... En tout cas, moi, je suis fan, personnellement. Absolument. Mais c'est ça, je reviens donc à Vieille École. Il faut pas penser, malgré ce que le sous-titre pourrait laisser croire, le sous-titre pourrait nous donner l'impression que c'est un discours d'élitiste, un vrai gamer, tu sais, dans mon temps c'était dur pour vrai, puis aujourd'hui les jeunes, blablabla. Mais c'est un personnage. C'est un peu comme Cranky Kong dans Donkey Kong Country. J'étais un peu Cranky Kong là-dedans, c'est une bonne référence. Mais tu sais aussi, je suis pas... j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo dans ma vie, mais je suis pas comme je suis pas un gars de speedrun puis hyper performant puis blablabla. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, mais au sens... j'aime patenter dans des jeux vidéo, j'aime me promener dans des jeux vidéo, j'aime me perdre dans les jeux vidéo, j'aime essayer des jeux vidéo, j'aime tâter des affaires, mais je suis pas nécessairement quelqu'un qui tient absolument à finir toutes les cassettes. Puis non, là, c'est comme toute cette espèce de truc-là, justement, là, oui, c'est un personnage, mais c'est vrai que
quand tu retournes à cette époque-là, tu sais, t'es comme, OK, il n'y a pas de tutoriel. Des fois, les jeux sont... Je comprends, tu sais. Justement, je t'en parlais un peu avant qu'on fasse l'émission, tu sais, mais j'ai recommencé... En fait, j'ai commencé à jouer à Shadowrun au Super Nintendo pour la première fois de ma vie, qui est un jeu vraiment excellent, mais tu sais... Classique. Les premières minutes, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Puis il n'y a personne qui est là pour me tenir par la main puis m'expliquer comment ça va fonctionner. Puis c'est souvent une expérience que t'as puis que j'ai eue. En fait, en travaillant sur Vieille École, une des erreurs que les gens font par rapport à ce livre-là, c'est de penser que... Tu sais, j'ai vu beaucoup de gens le présenter en disant... c'est l'auteur qui revient sur les jeux auxquels il a joué quand il était enfant, tu sais, jeune. Puis c'est vrai, là, il y a beaucoup de ces jeux-là, c'est des jeux auxquels j'ai joué à l'époque, mais il y a aussi des jeux que je découvrais pour la première fois, tu sais, puis que j'achetais, tu sais, justement, là, je m'étais remis dans le bain, là, puis j'étais comme, OK, ben je vais ramasser des cassettes, puis je vais tenter des affaires que peut-être des fois, pendant des années, j'ai vu la pochette, ça m'a fait rêver, puis finalement, maintenant, je vais enfin pouvoir découvrir que c'est pas si bon que ça, là, tu sais. Ou des affaires que, tu sais, j'étais comme... C'est trop compliqué pour moi. Là. Moi, une de mes expériences comme fondatrice en tant que... Tu sais, je voulais tellement jouer à un jeu... Tu sais, les jeux de Koei, là, les jeux de stratégie de Koei. Stratégie militaire, souvent, de Koei sur Super NES. Exact. Sur Super NES, puis au Nintendo aussi, il y en avait. Là. Mais tu sais, je trouvais ça tellement attirant, ces jeux-là. Puis là, tu sais... T'arrives avec ça, tout est en anglais, ton anglais il est comme approximatif. Les menus sont approximatifs. C'est ça, là, c'est traduit de l'anglais, du japonais à l'anglais, un peu n'importe comment. Puis tu l'as loué au club vidéo, fait que t'as même pas le manuel. C'était comme un supplément pour avoir le manuel. C'était comme, pour 2 pièces de plus, veux-tu avoir le manuel? Ben non, voyons donc. Puis je me souviens, là, j'avais loué Liberty or Death, là, qui est comme un jeu sur la guerre d'indépendance américaine. My God, que je comprenais rien. Ah ouais, ce qui tu choisis passait, si tu commences en jouant le gars qui est à Boston ou si tu prends le gars de je sais pas où. Des grosses décisions. Là, c'est comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mes renforts, mes rations, mes impôts. Puis tu sais, même maintenant, avec toutes les informations que l'Internet peut t'offrir, ces jeux-là sont quand même un peu abscons, tu sais. Oui. Puis il y a quelque chose de fascinant. Puis tu sais, j'étais un wargamer, tu sais, je joue à des wargames de plateau, là. J'ai les codes de ces affaires-là, puis je trouve quand même que c'est exigeant. Mais je trouve ça fascinant parce que maintenant, le jeu, il te prendrait par la main, puis il t'expliquerait tout ça, puis... Il y a des jeux que c'est un peu maladroit la manière dont ils te pitchent dans la jungle puis ils te disent arrange-toi avec ton couteau puis ton bandana. mais il y en a d'autres qui sont quand même assez... Tu sais, je repensais à Bionic Commando. Tu sais, je pense que c'est un des exemples que je sors dans le jeu. Un des livres dans le livre. Oui, exact. Mais tu sais, Bionic Commando, tu peux pas sauter puis c'est quand même intéressant parce que c'est un jeu de plateforme où la première affaire que tu comprends, c'est que l'action de base d'un jeu de plateforme, tu peux pas faire ça. Puis le jeu est assez intelligent pour comme te mettre des situations où tu peux utiliser ton genre de bras bionique, tu sais, comme sans trop être en danger au début du jeu pour que tu puisses l'apprendre. Tu sais, il y a comme une logique de tutoriel qui est comme un peu plus subtile, j'ai envie de dire. Tu sais, c'est moins comme je vais tout t'expliquer. Parce que, tu sais, quand je joue à des jeux contemporains, des fois, je suis comme, OK, c'est vraiment utile puis c'est vraiment bien, mais crime, là, les 3 premières heures du jeu, j'ai l'impression que c'est comme tap. Ouais, non, mais c'est quand même là. J'ai un flashback de Enchanted Arms, qui était le premier RPG japonais sur Xbox 360. Puis au début du jeu, tu es en mode tutoriel, mais à un moment donné, on t'explique, on t'arrête pendant que tu marches, puis tu as un dialogue de plusieurs répliques pour qu'un de tes camarades t'explique que si tu es devant un coffre, tu pèses sur A pour l'ouvrir. Oui, c'est ça. Ah oui, oui. Puis des fois, dans des coffres, tu vas trouver des trucs. Essaie-le, ça vaut la peine. Ah, merci pour ton aide. C'est comme, attends, quoi? Puis c'est paradoxal parce que, tu sais, c'est comme, on vit à une époque où tous ces codes-là, ils ont un peu été métabolisés puis ils nous les sont plus expliqués que jamais. Puis ça, je trouve ça quand même un peu... Tu sais, dans la mesure où, sincèrement, je pense qu'en 1990, regarde, il y a un coffre juste là. Si tu veux l'ouvrir, peut-être que tu vas trouver des affaires dedans. Peut-être que ça m'aurait servi à quoi, tu sais. Mais maintenant, je pense que, tu sais, comme le code culturel du coffre dans lequel il y a des affaires, il est entendu, là. C'est une poignée de main secrète entre les gens qui ont déjà joué à un jeu vidéo dans leur vie. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça me fait penser à l'exemple que tu donnes quand tu parles de Dragon Warrior, / Dragon Quest au Japon, en disant, tu sais, pour monter l'escalier, il faut que tu rouvres le menu puis que tu ailles dans la commande Stairs. C'est vrai. Ça, on l'aurait peut-être pris un tutoriel pour ça. T'sais. Oui, exact. Mais juste pour décrire un peu Vieille École, dans le fond, je reviens sur ce que tu disais. Tu as vraiment fait un travail de ludothécaire. Je m'installe, puis là, j'ai mes références à moi, mais tu sais, quand tu vas à la bibliothèque, c'est pas les recommandations personnelles de l'histoire de vie du bibliothécaire, là. C'est une fouille
fouille, puis on fait de la recherche informationnelle, puis on a fait une sélection. Donc, tu as un peu fait ce travail-là. Maintenant, ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on découvre ta ludothèque personnelle, à travers ton parcours biographique. En rétrospective. Alors, Alexandre Fontaine-Rousseau, quand est-ce que le jeu vidéo arrive dans ta vie? Assez vite, là, tu sais. Là, toi, t'es né en 85? Je suis né en 85. Fait que j'ai l'impression... Moi, je sais que ma première console, ça a été un Game Boy. Puis c'était un Game Boy avec Super Mario Land, puis évidemment Tetris qui venait avec. Puis tu sais, sur le coup, moi, j'étais comme pas si excité que ça. Tu sais, j'avais comme 6-7 ans, là, Tetris, j'étais comme, OK, là, c'est pas si hot que ça. Mais finalement, au bout de genre quelques heures, j'ai compris que j'allais beaucoup jouer à Tetris aussi. Mais c'était Super Mario Land. Mais c'est pas là que les jeux vidéo sont entrés dans ma vie parce que pendant quand même assez longtemps, assez longtemps, c'est relatif, là, mais mes amis avaient des consoles, puis moi, j'en avais pas. Puis, tu sais, comme quand j'ai eu un Game Boy, c'était comme un événement parce que tout d'un coup, je pouvais jouer à des jeux vidéo de mon bord aussi. Puis on faisait la famille de mon père était en Abitibi, là, fait que, tu sais, c'est quand même de l'Outaouais à l'Abitibi, c'était une pas pire run. Fait que, quand même, le Game Boy. Le Game Boy, il servait vraiment beaucoup. Puis ça a été ma première console, mais c'est ça. Mes amis avaient des vieux Nintendo. J'avais un de mes meilleurs amis aussi, sa famille était d'origine française, donc forcément, c'était une famille Sega plutôt qu'une famille Nintendo. Là. Oui, c'est très européen. C'est vrai, ça, c'est vraiment très européen, oui. ça. Mais tu sais, fait que lui, il avait un Master System. Ouais. Fait que à travers lui, j'ai joué à toutes les consoles de Sega, là, tu sais, mettons, c'était une famille, là, qui c'était comme, il y avait un Master System, le Genesis est arrivé, le Genesis est rentré dans la maison, il y avait un Sega CD, tu sais, genre, c'était la famille Sega. Fait que très jeune, tu sais, c'est ça, j'avais cet ami-là qui était Sega. Moi, éventuellement, mes parents m'ont acheté un Super Nintendo, puis c'est paradoxal parce que puis peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire un livre sur le NES, c'est que c'est une console que ça m'a... Ma NES à moi, je l'ai ramassée quand j'avais 16 ans dans une vente de garage. On est rendu en 2001? Ouais. Wow! Mais, okay. Tu sais, j'avais tellement joué à la NES chez des amis. En fait, c'est ça. C'était comme la console que tous mes amis avaient. Puis souvent, ces amis-là avaient des grands frères. Fait qu'il y avait comme des collections de cassettes à pu finir, mais c'était comme... C'était pas ma console, c'était la console de mes amis, mais je m'arrangeais pour me faire inviter souvent chez ces amis-là. Donc, ouais, c'est ça. Toi, tu as grandi NES puis Super NES par la suite, surtout. Mais donc, tu n'as pas connu l'Atari 2600, mettons? Oui, mais parce que, justement, toutes ces consoles-là, je me souviens, là, j'avais un ami chez qui je me faisais garder. Sa mère tripait ses jeux vidéo, tu sais. Fait qu'elle avait un Atari. Fait que, tu sais, elle nous voyait tout le temps jouer. Elle nous voyait tout le temps jouer, justement, au NES. Puis là, elle était comme, hey, pour vrai, je vais sortir une affaire avec du faux bois dessus. Vous allez voir, vous allez pogner de quoi. Puis, et tout de suite, même si, tu sais, je le sentais que c'était des plus vieux jeux, on dirait, j'ai eu même à cette époque-là, ça m'intéressait, l'histoire des jeux vidéo. Je trouvais ça fascinant de reculer dans le temps puis d'être comme, OK, tu sais, astéroïde, tu sais, genre, tu sais, 5 ans avant Mario, ça ressemble à ça, les jeux vidéo. Qu'est-ce qui s'est genre, passé? Comme, wow, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, là, c'est drôle parce que, comme je disais, le NES, techniquement, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant d'en avoir une à moi, mais c'est une des consoles que j'ai le plus joué dans mon enfance, puis le Atari aussi, puis le Master System aussi, puis parce que ces consoles-là, ils traînaient dans les maisons. Puis, tu sais, à un moment donné, c'était comme, je sais pas, là, c'était le samedi après-midi, puis t'avais joué à tous les jeux qu'il y avait là, puis t'étais comme, OK, ça me tente plus de jouer au Ninja Turtle. Là, t'étais comme, aïe, genre, c'est quoi ça? Là, c'est Space Invader. Ou, tu sais, des vieux ordinateurs, genre comme une maison avec un vieil ordinateur, puis des piles de floppy, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a comme des jeux de kung-fu, puis des genres de tu sais, des RPG, des text-based RPG, puis des trucs de même que, tu sais, comme tu comprends rien à rien, puis t'es comme, OK, je vais quand même essayer de craquer le code parce que, tu sais, t'essayes de t'amuser avec ce qu'il y a à ta disposition. Oui. Ben, tout de suite, ça a été comme un peu un rapport un peu bricolé aux jeux vidéo. Ouais, ben nous, on vient d'une époque de rareté. Oui, absolument. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'abondance. Fait qu'il n'y a pas de raison de s'intéresser à des trucs qui résistent, tu sais. Puis je trouve ça fascinant, tu sais, parce que, mettons, des fois, là, je suis comme chez mon frère, puis là, tu sais, ses enfants sont comme, on voudrait tel jeu, puis c'est même pas comme, on va aller au magasin, tu sais, c'est juste comme, bip, boop, boop, clop, puis là, tu sais, genre, c'est passé sa carte, puis vous l'avez, puis je suis comme, il me semble que ça enlève un peu... Le mystique, le désir. Il y a quand même, exact, il y a quand même quelque chose que je trouve un peu triste là-dedans. Puis c'est aussi quelque chose que je voulais faire en faisant vieille école. C'était pas juste parler des jeux,
c'était de parler de l'expérience des jeux vidéo à cette époque-là. Fait que, tu sais, c'était comme... Je voulais pas juste... Tu sais, il y a des gens qui connaissent mieux que moi l'histoire, tu sais, qui a programmé telle affaire, puis tu sais, j'en ai des petits snippets à gauche puis à droite, puis j'ai fait mes recherches pendant que je travaillais sur le livre. Ouais. Mais tu sais, je voulais parler de tout le phénomène culturel qu'il y avait autour. Ouais. Puis tu sais, même de... Tu sais, des liens, tu sais, de trucs qui étaient comme extra jeux vidéo, là, tu sais, comme pour moi, genre jouer à Tiny Toons, c'est inévitablement lié à enregistrer les Tiny Toons sur des VHS en EP en essayant de mettre genre comme 8 heures de dessin animé sur comme une cassette de, tu sais, genre... Mais tu sais, fait que c'est l'imaginaire de cette époque-là que j'ai essayé de capter. Oui, bien, ce que tu dis justement sur l'histoire, c'est effectivement la première façon de faire de l'histoire du jeu vidéo, ça a été de la chronique, de la chronique technique, là, c'est-à-dire qui a fait quoi, les faits, etc. Mais rapidement, on s'est dit entre historiens du jeu vidéo, mon collègue Carl Terrien en particulier avait fait une conférence à la Bibliothèque nationale de France sur l'histoire des jeux vidéo en disant, ben, tu sais, il faut regarder une vidéo du joueur du grenier pour avoir l'histoire du jeu vidéo. Parce que lui, il décrit vraiment qu'est-ce que c'était jouer à des jeux, puis l'expérience, puis le contexte dans lequel on le vivait. Écoute, j'ai envie de te faire lire un extrait de ton livre Vieille École, parlant du jeu Kung Fu, où tu décris exactement ça. Fait que, on va t'écouter pendant que tu nous fais cette lecture. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que l'espèce de rituel entourant la location d'une cassette était presque aussi important que le fait de ramener un jeu à la maison. C'est sûr qu'on était content d'avoir un nouveau jeu et de pouvoir y consacrer un maximum d'heures avant qu'un adulte nous fasse remarquer qu'il était peut-être temps d'aller jouer dehors un peu. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Me semble que ça fait longtemps que vous êtes devant la télé. Mais le fait d'aller au club vidéo et de se planter devant un vaste étalage de boîtes de carton en espérant que le jeu qu'on voulait soit là faisait partie du fun au même titre que tout le reste. Et puisque le jeu de nos rêves n'était jamais disponible, on passait souvent des heures à considérer nos options jusqu'à ce que le parent qui avait eu la bonté d'âme de nous faire un lift perde patience et nous encourage à prendre une décision maintenant. Heureusement, un ami chez qui je me faisais parfois garder habitait pas loin du genre de dépanneur qui avait sa propre petite section club vidéo un peu miteuse et sa mère nous donnait parfois assez d'argent pour qu'on puisse louer un jeu. Ça fait qu'on pouvait prendre tout notre temps, puis avec un peu de chance, on pouvait même s'acheter une boîte de Runts avec le change. J'aimais ça, les Runts, probablement parce que la banane portait des lunettes de soleil. Hey, how cool is that? Quelle incroyable banane. Tu veux que je continue? C'est comme tu veux. Non, mais c'est toi, là. Mais je pense qu'on comprend quand même la vibe. C'est drôle parce que ça faisait vraiment longtemps que... Tu sais, il y a eu un moment où j'ai... Ah oui, c'est vrai, il est écrit dans ce ton-là aussi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé quand j'ai fait ce livre-là. Là. C'est l'oralité du texte, tu sais. Puis on est presque dans un blog un peu, hein? Mais moi, je le vois pas comme ça. Je le vois comme une extension. Tu sais, ma pratique d'auteur, c'est principalement une pratique... Ben, je suis critique de cinéma aussi. Mais je suis scénariste de bande dessinée, donc je suis beaucoup dans le dialogue. Fait que, tu sais, je voulais écrire quelque chose qui aurait un peu de cette espèce de flow-là du dialogue. Fait que je pense pas que ma référence, c'est forcément le blog. Là. Je pense que ma référence, c'est vraiment plus le fait que, à la base, quand j'écris, souvent, c'est des dialogues. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant, en fait, tu sais, je pense que très longtemps dans ma vie, j'ai essayé de bien écrire, très bien écrire le mieux possible. Puis à un moment donné, t'es comme, OK, comme dans le fond, si je veux retrouver ma personnalité, il va falloir que je désamorce certains réflexes d'écriture comme propres pour aller comme chercher ma voix. Puis ça, ben c'est un travail, tu sais, c'est un travail de tous les instants. Mais tu sais, comme là, c'est fou parce que je le relisais puis j'étais comme, ah ouais, en fait, si je fais un autre livre sur les jeux vidéo, à un moment donné, il va quasiment falloir que je relise Vieille École pour... Cet auteur-là, qui est une autre personne que moi, là, je veux dire, mais forcément, on évolue, puis ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dedans. Mais j'étais là, il y a quand même des bonnes idées d'écriture là-dedans. Là. Alors, on va prendre une courte pause musicale où on va... Vous êtes de retour à la Grande Ludothèque où on parcourt la ludothèque personnelle d'Alexandre Fontaine-Rousseau, notre auteur de Vieille École et il est strictement défendu de boire en studio pour ce Pizzaghetti, jeux vidéo et radio. D'ailleurs, on n'est pas en train de boire en studio, c'est vraiment bien, on suit les règles de CISM. Ça, je dois dire que moi, premier degré, moi j'ai découvert un peu l'histoire de CISM quand j'ai lu ton livre justement, parce que bon, je sais vaguement ce que c'est CISM, mais quand j'avais vu le titre du livre la première fois, je me disais, c'est parce que
tout le monde boit en studio tout le temps, puis les gens sont alcooliques à CISM parce que c'est une radio étudiante, c'est le party. Mais que d'erreurs, que nenni. Il y a quand même, je veux dire, les soirs, tu sais, peut-être que c'est parce que tu viens de jour, surtout. La radio de nuit, c'est une autre vibe, là. La radio de nuit, c'est là que le party pogne, là. Ah, je vois. Je te dirais que j'ai quand même, je veux dire, officiellement, il est strictement défendu de boire en studio, puis personne n'a jamais bu en studio et ou a jamais franchi le seuil d'une certaine porte en se disant que c'était dangereux pour la console. Mais c'est drôle parce que tu disais, j'ai appris à connaître CISM en lisant ce livre-là. J'ai envie de te dire que j'ai appris à connaître CISM en l'écrivant, là. Ah oui, hein? Ouais, tu sais, c'était une commande pour le 30e, tu sais, c'est notamment Éloi Maillot-Nouvinet qui m'a approché avec Étienne Galarneau une couple d'années avant la... Tu sais, je pense que c'était 1 ou 2 ans avant le... Avant le 30e comme tel, ils ont bien fait ça. Là. Ils m'ont pas dit comme... T'as-tu envie de sortir un livre dans 6 mois? Là? mais c'est drôle parce que c'était avant... quand ils m'ont approché, c'était juste avant la pandémie. Puis, tu sais, c'était comme... l'idée, ça serait de faire plein d'entretiens puis tout ça. Clairement, ils avaient lu Vieille École. Ils avaient lu aussi Musique du Diable, qui est un livre que j'avais sorti aux éditions de ta mère, qui était juste comme un recueil de textes vraiment courts sur la musique. Puis ils disaient, le ton nous plaît. Puis même cette espèce de petite formule-là en chapitre assez court, ça pourrait être ça, mais sauf en traitant d'émissions puis d'animateurs et d'animatrices légendaires de l'histoire de la station. Oui, c'est assez intéressant. Moi, je l'ai parcouru en une fin de semaine. Puis moi, je me suis découvert aussi, dans le fond, j'avais proposé l'idée de la grande ludothèque. Puis je me disais, on va faire une émission de radio comme il devrait y en avoir sur les ondes de Radio-Canada, absolument. etc. Puis là, je me suis dit, dans le fond, un des premiers animateurs, Patrice Roy, maintenant à Radio-Canada. Ses épaulettes, mettons. C'est ça. Qui disait au début, moi, au début, quand j'ai embarqué, l'idée, c'était que les professeurs puissent partager leurs connaissances. Là, j'étais comme, dans le fond, moi, je m'inscris dans cette école-là. Absolument. Tu vis le rêve de Patrice Roy. C'est le côté blé entier du mini-wheat. Oui. Mais il y a aussi tout le côté givré qui prend vie. Ça, c'est la radio de nuit. C'est ça. Donc, l'horaire circadien de la radio suit cette logique-là bicéphale. Mais c'est intéressant, cette idée-là de faire de la station universitaire, pas juste une école de radio pour les élèves, mais aussi une sorte de lieu de partage du savoir. Tu sais, je trouve que, en fait, c'est vraiment intéressant que tu l'utilises comme ça, puis je trouve ça, j'espère que plus de gens, dans une certaine mesure, vont oser l'utiliser de cette façon-là. Mais je trouve que, tu sais, sans vouloir... J'aime d'amour CISM, tu sais, puis genre, à chaque fois que je reviens ici, tu sais, je me sens à la maison, mais c'est un espace... Tu sais, c'est en voie de disparition, les espaces comme ça, puis c'est vraiment des espaces précieux, puis il faut les entretenir, il faut les soutenir. Tu sais, je sais qu'en ce moment, il y a une levée de fonds, on peut le mentionner quand même, puis tu sais, j'ai donné pour CISM, tu sais, j'ai rarement fait de l'argent grâce à CISM dans mes 15 ans de bénévolat, mais j'ai donné à CISM sans hésitation, tu sais, puis je trouve ça, je trouve ça bien, puis je trouve ça bien que, tu sais, c'est pas juste au niveau des connaissances du savoir encyclopédique puis académique, c'est aussi le savoir encyclopédique de certaines personnes à propos de la musique. Je veux dire, il y a des gens qui connaissent vraiment leur affaire, qui animent depuis des années à CISM. Moi, au bout de 15 ans à faire un show de 2 heures, semaine après semaine. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui sont moins familiers avec CISM et qui s'intéressent plus aux jeux vidéo et qui sont ici pour ça, il faut savoir qu'Alexandre Fontaine-Rousseau a animé une émission qui s'appelait État altéré, au pluriel, tous les lundis de minuit à 2 heures du matin pendant 15 ans, de 2009 à 2024. C'est absolument. Bien ça? Puis il y a 2 étés où j'ai aussi animé une émission de 1h30 de jazz le dimanche de midi à 1h30 qui s'appelait La Fontaine de Jazz. Fait que ça veut dire que dans une semaine donnée, j'enregistrais 3h30 d'émissions de radio, puis je programmais 3h30 de musique. Puis c'est ça, Fontaine de Jazz, c'était très jazz funk, soul jazz, jazz de barbecue, j'ai envie de te dire. Puis les états altérés, c'était musique psychédélique, stoner, doom, heavy psych, un peu de freak folk, de la musique ambiante aussi, mais comme un show de nuit qui commence élevé puis qui finit comme un petit peu plus planant. Là, c'était ça le concept. Puis, ça a été... Tu passes 15 ans pendant ces 15 années-là, sauf quelques rares exceptions, parce que je me disais, OK, c'est une émission spéciale, c'est le 400e épisode ou whatever, j'ai jamais fait jouer 2 fois la même chanson, tu sais. Ah ouais. Fait que
comme, éventuellement, ça fait beaucoup, beaucoup d'heures. Quand on revient en arrière, là, puis que tu décides de partir à l'université, t'es rendu plus qu'à 16 ans. Puis à ce moment-là, quand on s'était laissé, avant de commencer à parler de CISM et de ton implication à CISM, on en était au fait que tu avais eu la NES, la Super NES, mais tu avais acheté ta propre NES en 2001. À travers tout ça, tu as connu la Nintendo 64 pendant les années d'adolescence? Oui, absolument. Puis ça a été un shift comme... C'est les plaques tectoniques qui... On pourrait dire un vrai séisme. Je me souviens encore... Ça s'appelait l'Ultra 64 avant de s'appeler le Nintendo 64. Là. Puis pendant des années, tu lisais des articles dans les revues, puis ça te parlait de la Ultra 64. Là. Puis j'étais excité. Il y a ça dans mon rapport au Nintendo 64. Dans mon cœur, c'est encore un peu l'Ultra 64. Il fallait être patient, puis on allait être récompensé pour notre loyauté de ne pas avoir sauté sur le 32X de Sega. Puis le CD-ROM, là, c'était... Le Sega CD, il y avait tout... Nintendo est arrivé vraiment en retard, on va se le dire. Oui. Puis étrangement édenté, là, parce que comme on pourrait en parler longtemps, là, mais toute la question des third-party developers qui ont comme tout crissé le camp juste avant que comme la bibliothèque de jeux elle se constitue. Puis finalement, Nintendo a quand même porté cette console-là sur ses épaules pas mal. Puis c'est ce qui fait qu'il y a, somme toute, beaucoup moins de jeux au Nintendo 64. Si vous voulez lire un petit peu là-dessus, je fais pas de l'autopromo, mais Dominique Arsenault a écrit un livre sur la Super NES qui explique ça. Ouais, OK. Bon, ben écoute, il va falloir que je lise ça, en fait. Là. Je vais t'en donner une copie. Merci, je capote. mais c'est ça, mais le Nintendo 64, c'est le rapport à la 3D puis à la liberté absolue. Puis il y a des jeux comme ça, quand ils sortent, t'as comme un genre de shift là, où t'es comme... C'est Super Mario 64, ça a été ça. De la même manière que Donkey Kong Country, je me souviens encore de jouer à ça pour la première fois, d'être comme ceci est l'apex du réalisme d'une certaine façon. L'espèce de... Diddy Kong ressemblait vraiment au singe de mes Lego. Puis, il y avait quelque chose là-dedans qui était comme clairement un signe que c'était comme de la technologie supérieure. L'animation était tellement fluide. Absolument. Puis, il y avait comme un truc photoréaliste. Il y avait plein d'effets. C'est incroyable. Puis, récemment, j'ai ressorti le premier Donkey Kong Country pour le rejouer. Puis, j'étais comme, il est vraiment encore le fun, ce jeu-là. En plus, il y a comme... Le level design, il est vraiment ingénieux. Il est vraiment le fun. Ça aussi, c'est un jeu qui est... En fait, je trouve que Donkey Kong Country, c'est une classe de maître dans ce qu'on disait de faire constamment des tutoriels sans jamais que ce soit un tutoriel. Les stages sont tellement intelligents pour comme t'amener une idée dans des conditions où ça va bien aller, te faire comprendre comment ça fonctionne, puis plus le stage avance, plus ça se complexifie, puis plus il va falloir que tu maîtrises cette mécanique-là. C'est vraiment bien. C'est ça qui est bien, tu sais, parce que le Mega Man sur NES avait vraiment ce principe-là d'inscrit. Genre, dans Mega Man 2, quand tu rentres dans le tableau de Woodman, tu tombes, puis là, tu descends, puis là, il y a un espèce de gros chien robotique qui t'envoie du feu. Là, lui, tu le bats, puis t'es bien placé. Si tu tiens à bonne place, il te touche pas, tout va bien. Là, t'es familier, ben là, t'avances, puis là, le deuxième chien, lui, il est mal placé. Puis là, t'as de la misère, tu sais. Mais les Megaman te donnent quand même un sucker punch dans la face pas mal plus solide. Là. Mais les marches sont hautes. T'es là, puis t'es comme, OK, j'ai monté une marche. OK, ben voilà la deuxième. Quoi? Faut que je monte ça? Exact. Là, t'es comme, aïe, comme, ploing! Oh, OK, c'est pas facile. Là. Donkey Kong, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de smooth, puis il y a vraiment quelque chose de user-friendly sans jamais que t'aies l'impression que le jeu te prend par la main. Là. C'est vraiment subtil. Mais tout ça pour revenir à la question du Nintendo 64, il y a tellement de jeux au Nintendo 64 qui, pour moi, ont été comme des révélations. C'est comme des open world comme t'en as jamais vu. Là, je veux dire, Ocarina of Time aussi, là, je me souviens, je jouais à ça pour la première fois, puis pas en croire mes yeux, c'est tellement grand. C'est immense. Il n'y aurait jamais de jeu plus grand que ça. Il n'y aurait jamais d'univers plus vaste et libre que ça. Puis même affaire pour GoldenEye. GoldenEye, c'était toute la question de comme... Là, je suis un agent secret, là. C'est pas juste Doom. Exact, je suis un agent secret, fait qu'il faut que je sois comme furtif, puis tout ça, ça fonctionne vraiment bien. Puis même des expériences un peu ratées, un jeu que j'ai beaucoup attendu, puis finalement, quand il est sorti, est-ce que j'ai trouvé ça aussi bon que ce dont j'en rêvais? C'est le Mission Impossible qu'il y a au Nintendo 64, qui est un peu sloppy, mais qui a plein de vraiment bonnes idées, qui pousse encore. En fait,
qui pousse encore plus loin cette idée-là que tu es un agent secret jusqu'à des points où tu es comme là, c'est plus tant le fun, puis c'est peut-être que la console a des limitations techniques auxquelles le concept se bute, mais il essayait vraiment fort de tu sais, puis je trouve que cette console-là, finalement, quand tu sais, là, il va falloir que je m'y replonge, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas comme solidement dépoussiéré pour vraiment, tu sais, pour retomber dedans, mais je trouve qu'il y a plein de jeux qui allaient loin dans leur logique, puis il y avait comme une vraie volonté d'avancer, tu sais, je pense, par exemple, au gap entre Mario Kart 64 et Diddy Kong Racing. Tu sais, Diddy Kong Racing, l'idée que, tu sais, c'est comme... Oui, t'as encore un jeu de cartes, mais t'as aussi comme une map, là, tu sais. Puis tu te promènes, puis c'est un monde ouvert, puis tout ça, tu sais. Puis t'as des boss, puis t'as pas juste des courses, tu sais. T'as pas juste des courses, t'as aussi comme des genres de défis contre des boss. Puis je trouve que c'est vraiment des jeux qui invitaient à se perdre, là, tu sais. En fait, soyons francs, Rare a beaucoup fait pour la Nintendo 64. Ben, comme tu le disais, la Nintendo 64, c'est l'empereur qui est maintenant de plus en plus isolé de ses généraux. Fait que là, Rare, c'est un des studios que Nintendo confie tout, finalement, comme partenaire. Mais il y a quand même vraiment plein de jeux intéressants qui se sont faits. Puis c'est ça. Puis, en fait, après ça, moi, j'ai longtemps... Tu sais, j'ai beaucoup investi de temps dans le Nintendo 64, puis après ça, j'ai pogné l'âge où, tu sais, comme je voulais faire d'autres choses. Là. Fait que là, c'est la période de ta vie où le jeu vidéo est peut-être moins là. Pendant vraiment longtemps, j'ai arrêté de jouer. En tout cas, je jouais encore à des vieux jeux de temps en temps. Là, tu sais, là, j'avais quand même mes classiques, puis tu sais, de temps en temps, je m'enfargeais dans une cassette que je trouvais cool dans une vente de garage. Si tu as eu un NES en 2001, tu étais déjà dans le rétro. Là. Oui, absolument. Puis tu sais, ça, c'était... Tu sais, c'était une NES puis 8 cassettes pour 7 piastres. On salue tous les collectionneurs de jeux vidéo. C'était l'âge d'or aussi, où c'est ça, là, tu trouvais... Je me souviens aussi une fois, là, pendant un bout, dans les maxi, il y avait ils revendaient des cassettes de Super Nintendo puis de Nintendo en place, tu sais. Puis tu pouvais ramasser... Je me souviens d'avoir ramassé, tu sais... C'était comme... Ils les emballaient dans du genre de plastique, là, puis tu sais, t'avais comme en tout cas, puis je me souviens, tu sais... Une palette de vieux jeux, puis tu sais, des affaires random, mais tu sais, c'était comme 9 piastres, tu sais. Fait que de temps en temps, tu sais, je sais pas, là, j'avais comme de l'argent de poche, puis genre, hey, pour vrai, Flashback, j'adore ce jeu-là. Flashback, c'est tellement bon. C'est excellent, Flashback, tu sais. Oui. Puis justement, là, tu sais, retomber dans Flashback, puis être comme, j'aime encore ça, les jeux vidéo, mais tu sais, comme, j'ai plus envie de me tenir au courant, j'ai plus envie de... Je trouve que aussi, il y a une époque où ça devient des jeux... J'aime moins ça, là, puncher 400 heures dans un jeu. Ouais. Je trouve que ça devient comme... Tu sais, je peux le faire une fois de temps en temps, mais no offense, mais tu sais, j'ai une vie, puis je trouve que des fois, ça... Ouais. Des fois, on t'en demande beaucoup. Je suis désolé, mais ce temps-là, dans ma semaine, n'existe pas, à moins que je fasse comme... que je fasse pas le reste, puis je veux faire le reste. Voilà. Tu sais, fait que... Puis là, ça a disparu. On est-tu pendant tes années d'université, là? Oui. Ben, tu sais, je suis dans le cinéma aussi. Un diplômé de notre bac en cinéma. Absolument. En 2011. D'ailleurs, Alexandre Fontaine-Rousseau a été l'un des 2 diplômés d'honneur de la Faculté des arts et des sciences en 2025. Tu as reçu pour ça une médaille. De qui? De qui j'ai reçu cette médaille? Du doyen de la Faculté des arts et des sciences. Oui, mais tu étais là. Tu étais quand même en charge de représenter le département aussi. Là. Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis ça fait de toi la seule personne avec une médaille que je connaisse. Puis c'est vraiment drôle parce que tu sais, les gens étaient comme, je pense que ça va être un bout de papier. Puis j'étais comme, non, je pense que c'est une médaille. Puis quand j'ai eu la médaille, j'étais comme, c'est une médaille, gang, c'est une médaille. C'est une vraie médaille. C'est une vraie médaille. Là. Je suis un médaillé. Je suis un médaillé. Là. J'en reviens toujours pas. Diplômé d'honneur. Eh oui. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, tu tombes dans le rabbit hole de la cinéphilie, ben il y a moins de place pour celui des jeux vidéo. Ben, moi, je me suis souvent ils communiquent ensemble. Oui, il y a des influences. C'est ça. Puis éventuellement, je me rends compte qu'il y a certaines notions de cinéma. La notion d'espace, je pense qu'on la voit différemment en tant que génération de cinéphiles parce qu'on a grandi avec le jeu vidéo, tu sais. Je pense que c'est fondamental, tu sais. On peut pas... Une fois que la pâte à dents est sortie du tube, tu peux pas le remettre, tu sais. Genre, exactement. Fait que, tu sais, quand je travaille sur des scénarios de bande dessinée, des fois, je me rends compte que il n'y a pas juste des influences de la bande dessinée, de la littérature puis du cinéma, il y a aussi l'influence du jeu vidéo dans ce que je fais. Ben oui, puis écoute, j'ai devant moi un extrait plutôt de ton chapitre sur Castlevania, où est-ce que tu nous dis...
2 ans avant Ninja Gaiden, Castlevania affiche déjà fièrement ses influences cinématographiques, dès cet écran-titre, dont les bordures sont perforées, à la manière de la pellicule 35 mm. Mais il est intéressant de noter que Castlevania ne tente en aucun cas d'imiter la forme filmique. Il développe un langage propre aux jeux vidéo, en s'inspirant uniquement du cinéma sur le plan des ambiances et de la thématique. Ah, on voit déjà là, la réflexion de quelqu'un qui a bien étudié le cinéma. Étudié ou bouffé juste vraiment beaucoup de films de la Hammer. Là. Et qui dit, oui, c'est du cinéma un peu, mais pas partout, pas absolument, etc. C'est là que je trouve... En fait, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant puis qui fait que quand je reviens à ces jeux-là, peut-être que je me sens plus à ma place que dans certains jeux contemporains. Je trouve que dans certains jeux, pour vrai, là, c'est pas des bons films. c'est des très mauvais films de 400 heures. Je suis comme, hey, pour vrai, si je veux regarder un film, je vais regarder un film, ça va être 2 heures, puis ça va être un cinéaste qui a pensé à toute son affaire. Ça va être des acteurs, ça sera pas comme du mocap dégueulasse. Puis, tu sais, je peux pas m'empêcher de... Après ça, quand je reviens à un jeu vidéo comme ça, je suis comme, OK, ça, c'est du jeu vidéo pur, puis je peux quand même aller chercher quelque chose de l'expérience cinématographique. Ça me demande juste d'en projeter un peu plus. Puis je trouve qu'il y a quand même dans ce flou artistique-là, il y a quelque chose de beau. Puis je peux pas m'empêcher d'aimer... J'aime mes jeux vidéo quand ça file comme des jeux vidéo. J'aime mon cinéma quand ça file comme du cinéma. Puis j'aime quand ça communique, mais j'aime pas quand un imite maladroitement l'autre. Capcom faisait des adaptations de Disney. Qui était... Somme toute, tu sais, le jeu de tic et tac, il est vraiment bon. En général... Mais en général, tu sais, au Nintendo, quand t'as le logo de Capcom... Oui, ça va. Tu te trompes pas. Il y a des compagnies comme ça là, qui étaient quand même vraiment fiables. Puis il y en a d'autres que tu apprends à soit éviter comme la peste, soit... C'est pas bon, là, des jeux de LJN, mais c'est fascinant à sa façon. Là, c'est comme... Il y en a qui sont moins pires que d'autres aussi. Puis mais je me souviens, là, justement, là, avec cet ami-là qui est au club vidéo, qui était un dépanneur aussi, là, aller louer Friday the 13th, là, puis ramener ça. Là. Puis là, tu commences à jouer à ça, puis t'es comme... Comment ça marche? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est ça? Les roches passent par-dessus. C'est angoissant. Puis c'est comme un peu angoissant parce que quand c'est comme il y a des gens qui se font tuer, puis là, t'es... Hey. Faut dire que la trame sonore qui incorpore l'alerte, Jason. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment anxiogène. C'est un jeu d'horreur qui fait sa job d'être un jeu d'horreur. Ouais. De manière parfois un peu forcée, mais je suis prêt à donner quand même un peu de crédit à ce jeu-là. Puis leur jeu de jazz, il est pas pire. Ça, c'est un excellent exemple de je comprends pas comment ça marche. Je sais pas c'est quoi le but. Puis finalement, quand tu comprends comment ça marche, tu le finis en 20 minutes. C'est ça qui est vraiment capable c'est ça qui est fascinant. Là. Parfait. Écoutez, on va prendre une pause musicale. Vous êtes de retour à la Grande Ludothèque sur les ondes de CISM 89.3. En compagnie d'Alexandre Fontaine-Rousseau, on se tourne vers le côté spaghetti de notre Pizzaghetti, jeux vidéo et radio. Je sais pas c'est quoi qui est quoi. Écoute, c'est un peu le principe du Pizzaghetti. Quand j'avais pensé à ce mix ou cette occasion de réunir les deux sujets, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la crème glacée napolitaine? Est-ce que c'est... Puis là, je me suis dit, Pizzaghetti, c'est bien parce que quand tu manges un Pizzaghetti, on sépare pas, on combine pas les deux ensemble quand même. Ça dépend. Il y a des Pizzaghetti qui sont vraiment des pizzas au Getty. J'ai jamais mangé ça, mais j'ai vu des photos de tout ça. Puis je vraiment trouve une croûte de pizza dans laquelle on met du spaghetti. Puis après ça, il y a comme une beurrée de fromage par-dessus ça, là, puis ça a l'air comme, tu sais, c'est comme... Okay. C'est toutes les carbs de l'univers dans un seul plat, puis ça a l'air quand même incroyable si quelqu'un veut me faire plaisir. Tu sais, c'était ma fête il y a pas longtemps, puis j'ai jamais mangé un Pizzaghetti de même. Je fais juste dire ça comme ça. Oh, là. On sait qu'est-ce qu'on va faire en 2027. Exact. Alors, on poursuit la conversation autour des jeux rétro et surtout de ce passage-là dans ta vie comme jeune adulte pour qui les jeux vidéo commerciaux, AAA, grand budget, cinématographique, etc. sont un peu moins là. Ça ne gratte pas le même bobo. Non, vraiment pas. Vraiment et donc, là, tu pratiques un peu de jeux rétro, tu accumules un peu des cassettes que tu vois à bon prix, etc. Ouais. Puis là, à un moment donné, vient l'occasion de travailler sur un livre. D'où vient l'idée de travailler sur un livre comme Vieille École? Bien, je commençais à passer énormément de temps à jouer à des jeux rétro, tu sais. Puis plus ça allait, plus je me disais... C'est un réflexe que j'ai. Là, quand je passe du temps à faire quelque chose, à un moment donné, je me dis comment je pourrais, d'une manière ou d'une autre, en faire
quelque chose d'un peu plus construit, puis peut-être d'un peu plus créatif. Là. Fait que tout d'un coup, les gens pouvaient plus dire « T'as encore perdu du temps à jouer aux jeux vidéo? » Je fais de la recherche. Il fait de la recherche. C'était parfait. Mais c'est ça, en fait, c'est comme... c'est venu naturellement parce que je passais beaucoup de temps là-dedans, puis parce que éventuellement, on dirait que les textes s'écrivaient un peu dans ma tête avant même que je sois en train de travailler sur un livre. Fait que j'étais comme, ce serait niaiseux de ne pas l'écrire, alors écrivons-le. Fait que c'était vraiment naturel comme processus. Puis tu étais déjà en contact avec les gens chez les éditions de ta mère, parce que tu avais déjà publié. Oui, c'est ça. J'avais déjà publié Musique du Diable, puis je connaissais, tu sais, j'avais publié pas mal déjà quelques bandes dessinées aussi, et chez Power à la mauvaise tête. Fait que, tu sais, comme, je connaissais le milieu littéraire. Puis en fait, ta mère, en fait, quand ça a commencé, je me souviens, à Exposine, Max Raymond puis Maude Nepveux m'avait dit si t'as n'importe quel projet, n'importe quoi, tu viens de voir, on est intéressé. Puis j'avais tellement pris, genre, ce n'importe quoi-là, puis j'étais comme, on va voir les limites de votre n'importe quoi. Fait que le premier livre que j'avais fait, c'était à peine un livre, là, c'était comme vraiment comme un genre de fanzine glorifié, tu sais. Puis là, j'étais comme, vous avez fait ça, OK, comme vous êtes game. C'était pas du bluff. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Puis quand je suis arrivé avec ce projet-là, qui est quand même un peu champ gauche, tu sais, j'ai tout de suite été accueilli, ça s'est tout de suite bien passé. C'est drôle aussi parce qu'à l'époque, il y avait la collection... il y avait la collection Pop en stock qui existait. Puis moi, tu sais, en fait, il a été question de « Ah, c'est-tu un livre de Pop en stock? » Puis j'étais comme « Non, en fait, c'est pas... » Tu sais, T'étais déjà lié à Pop en stock? Non, je n'étais pas lié à Pop en stock. Okay. C'était juste que les éditions de ta mère publiaient les livres de Pop en stock. Puis là, tu sais, c'était comme, ben, tu sais, c'est un livre sur la culture populaire, puis blablabla. Puis, tu sais, on était comme... Non, c'est vraiment plus... Tu sais, en anglais, ils ont une catégorie, là, ils appellent ça des creative essays. OK, ouais. Puis c'est comme... C'est de l'essai d'auteur, tu sais, puis c'est plus vers ça que je voulais aller. Tu sais, je suis pas si... tu sais, je lis de la théorie, j'aime la théorie, mais je veux pas faire de la théorie. Je veux pas rendre quelque chose plus abstrait, forcément. Mm-hmm. Je veux, de temps en temps, prendre ces idées abstraites-là, les rendre accessibles, mais tu sais, l'idée, c'était pas de m'inscrire dans un discours universitaire, académique. Ouais. C'est pas mon fit naturel. Tu voulais pas venir faire une maîtrise en jeux vidéo à l'Université de Montréal. Ben, écoute, tu le dis, puis je pourrais faire une maîtrise en jeux vidéo à l'Université de Montréal. mais tu sais, c'est le genre de choses que, justement, à la place de faire une maîtrise en jeux vidéo à l'Université de Montréal, j'ai fait ce livre-là, tu sais, puis je l'ai fait à ma façon. Ouais. Puis, tu sais, je suis quand même content de cette liberté-là, tu sais, parce que je pense que, en bout de ligne, il y a tellement de gens... C'est un des livres qui, à ce jour, me vaut le plus de commentaires Facebook un peu random de quelqu'un qui, tu sais, comme qui m'écrit, genre, tu sais, puis ça se retrouve dans mon spam, puis là, genre, 2 mois plus tard, je suis comme, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Puis là, c'est quelqu'un qui veut juste me dire qu'il a vraiment aimé ce livre-là. Puis souvent, c'est des gens qui me disent, je lis pas si souvent que ça. Ah oui. Puis je trouve ça, je trouve ça super émouvant. Tu sais, que quelqu'un qui me dit, c'est le premier livre que je lis d'une couverture à l'autre depuis que j'ai des années. Là, je trouve ça vraiment touchant. Fait que, tu sais, c'est ça que je voulais faire avec ce livre-là. C'était un livre dans lequel tout le monde qui a vécu à cette époque-là, ou tout le monde qui est curieux de ce que ça pouvait être, cette époque-là du jeu vidéo, dans quoi ces gens-là pouvaient se reconnaître, simplement. Ben oui. Puis, tu sais, en plus de ça, il y a tout l'aspect graphique. Là, ce livre-là serait pas le même sans les illustrations de Caton. Ça ajoute vraiment beaucoup de charme. Qui viennent vraiment comme... quand même réinterpréter les couvertures. Tu sais, c'est des représentations assez fidèles. Tu sais, c'est toujours basé sur la vraie couverture, puis c'est toujours fidèle, mais sont très... une twist tellement particulière, tu sais, puis à chaque fois, tu sais, les originaux de ça sont incroyables, là, c'est tout fait à l'encre, là, tu sais, c'est vraiment... Fait que cet aspect visuel-là ajoute aussi au livre. Fait que, tu sais, c'était comme un livre que je voyais quand même, tu sais, puis elle est quand même co-crédité sur la couverture, parce que pour moi, tu sais, d'une certaine façon, sa facture visuelle contribue à l'esprit du projet autant que l'écriture, tu sais. Il y a, de la même manière que, tu sais, il y a comme une réinterprétation. Tu sais, il y a un côté qui est quelque part mi-chemin entre le punk, mais pas le punk genre je veux défaire la société, mais plus le punk genre à ma manière. Ben, l'école du fanzine, en fait. Moi, je viens vraiment de l'école du fanzine. Tu sais, en fait, j'ai fait de la bande dessinée
pour faire du fanzine. Moi puis mes amis, on avait un fanzine qui s'appelait Tout va bien, qu'on distribuait gratuitement. On en a fait genre une dizaine ou une douzaine de numéros, je me souviens plus. Puis tu sais, c'était un peu, en fait, une excuse pour pouvoir aller à Exposine, puis pouvoir faire du fanzine. Okay, tu sais, il y avait quelque chose dans cette scène-là qui m'attirait. Ma première bande dessinée, Pinkerton, on l'a sortie à Exposine, tu sais, puis c'était auto-édité, puis on s'imaginait que, tu sais, on en ferait 200, puis on serait pogné avec une centaine de copies. Finalement, on en a vendu comme une centaine la première fin de semaine, puis c'était un peu la folie furieuse, tu sais. Puis, mais encore en faisant vieille école, d'une certaine façon, il y a cette espèce d'esthétique du fanzine-là qui, je pense, me suit à travers le projet. On va, avec Alexandre Fontaine-Rousseau, parler de ton implication à CISM. Ce qui est fascinant, c'est que tu arrives en te disant que tu connais ton affaire, puis tu sors de là en sachant que tu en connais 1000 fois plus que quand tu es arrivé, mais ce n'est qu'un millionième. C'est ça. Tu sais, tu as maintenant une idée de l'insignifiance de ton savoir. Tu as vu l'immensité maintenant, tu es dans la position de l'horreur cosmique. Exact. C'est 100% Lovecraftien comme expérience. Puis, est-ce qu'on pourrait dire, en fait, que les personnes, justement, qui programment des émissions musicales et tout ça ici, qui sont des savoirs, là, dans le fond, c'est un peu le dernier créneau qui reste pour ce que jadis on avait dans les boutiques, ou est-ce qu'on avait des disquaires? Je suis aussi disquaire. Hein, T'es aussi disquaire? Oui, je suis aussi disquaire. Mais c'est en voie de disparition, non? Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai aussi travaillé... J'ai fait tous ces jobs-là. Là, genre, j'ai travaillé dans une... j'ai été libraire en bande dessinée. J'ai longtemps travaillé dans un club vidéo aussi. Là. Ces jobs-là de passeurs populaires, je les trouve importantes. Mais oui, c'est vrai que c'est particulier parce que quand t'es disquaire, t'es quand même un peu dans... Premièrement, t'es dans un rapport de commerce, là, fait que t'es quand même là pour vendre des affaires. Puis deuxièmement, t'as toujours, tu sais, t'es en train de... La personne arrive puis elle te dit, ben j'ai envie de ça, puis de ça, puis de ça. Fait que, tu sais, des fois, t'es comme, ben c'est pas... Tu sais, je peux te suggérer des affaires dans cette direction-là, mais tu sais, c'est pas mon turf à moi. Quand tu fais une émission de radio spécialisée en musique, puis que tu la fais longtemps, t'es juste en train de piocher. C'est comme des mines. Il y a comme des mines, là, puis t'es tout le temps en train de piocher, puis t'es comme, tu trouves des affaires. Puis là, Minecraft. C'est my God que tu vas creux à un moment donné, puis tu trouves des affaires, puis tu trouves des affaires. Puis je trouve que si tu le fais bien, puis si tu le fais avec enthousiasme, il y a un point où même, des fois, tu te rends compte que, finalement, à force de... c'est moi qui fais le travail de dépistage. Il y a des affaires que je redécouvrais, que, 5-10 ans plus tard, il y avait une réédition, puis c'était comme, regardez ça, là, lequel, j'ai plus d'exemples en tête, là, mais des rééditions de proto-stoner puis de proto-metal des années 70, un peu obscurs, que j'avais trouvé, puis là, c'était des disques qui se vendaient comme 500-600$ parce qu'il y avait 1000 copies dans le monde, là. Puis là, tout d'un coup, il y a comme un label de réédition qui, je te dis pas que je suis la seule personne à avoir découvert ça, mais t'es rendu que tu vas creux là. Il semble que j'ai fait quelque chose, j'ai peut-être contribué un peu à ce qu'il y ait une résurgence de ce côté-là. En tout cas, tu fais ton petit effort, là, puis tu essaies de soutenir la scène locale. Semaine après semaine, tu fais jouer les artistes qui viennent en show, puis des trucs de même. C'est quand même, il y a une qualité communautaire à la radio universitaire qui reste, qui est pluriel, parce que je trouve qu'à l'intérieur, il y a une communauté qui se crée à l'intérieur de... Il y a un esprit de corps à CISM qui est beau à voir aller, puis ça crée une communauté. Puis en plus de ça, il y a une communauté qui se crée de l'autre bord avec les auditeurs puis avec les auditrices. Puis éventuellement, je pense que ça peut vraiment créer de quoi. Là. Je pense que là, en ce moment, tout ça est en train de s'effondrer dans le paysage médiatique, puis l'Internet est vraiment... Mais à un moment donné, quelqu'un va regarder comment ça fonctionne à l'échelle d'une radio universitaire, puis dire, en fait, il faut vraiment revenir à ça. Puis ce que j'espère, c'est que ces espaces-là vont pas avoir été comme... J'espère que les gens vont se rendre compte que c'est essentiel, puis peut-être la meilleure manière de fonctionner avant qu'il soit trop tard, puis avant que, toutes ces choses-là se soient effondrées, tu sais. Ben oui, absolument. C'est pour ça, si on croit en un modèle de ce genre-là, c'est pour ça qu'on participe à la levée de fonds. Absolument. On donne un 5-10 $. Il n'y a pas de souci, 50$, un 100$, 50-100 $, si vous avez des gros salaires. Exactement. Il y a du
monde ici là, qui nous écoute, là, qui font bien de l'argent à 100$, c'est rien pour vous, come on. Puis ça fait un très gros bout de chemin dans un organisme sans but lucratif, coopérative, j'ai pas le détail là, sur la structure de la station, mais il faut réinvestir tout dans les équipements et je peux vous dire que c'est pas le gros luxe, mais on peut être fier de ce qu'on a comme équipement puis comme conditions pour faire de la radio, puis il faut se battre pour les maintenir. Puis si vous êtes étudiant ou étudiante à l'Université de Montréal, la prochaine fois qu'il y a un maudit référendum sur hausser la cotisation, là, vous allez voter oui, là, parce que c'est n'importe quoi. C'est comme c'est la seule affaire qui n'a pas augmenté. Puis il y a des gens qui viennent année après année là, à la réception de CISM pour récupérer leurs 2,95$ là, qu'ils mettent là, parce qu'ils ils disent « j'écoute pas CISM ». Là. Je veux pas participer à ça. Pour vrai, là, genre comme ces gens-là font partie du problème dans le monde, on va se le dire. Ben, tu sais, on paie déjà une enveloppe de frais technologiques pour toutes sortes d'affaires qu'on n'utilise pas en réalité. Hein, oui, si tu regardes les équipements qu'il y a au TI puis les stations qu'il y a dans les bibliothèques. Enfin, bon. En dehors du financement puis de la pertinence de tout ça, quand on revient en arrière, là, alors ça commence pendant que tu es étudiant à l'université en cinéma. Oui, j'imagine, 2009. Effectivement, 2009, j'étais encore étudiant en cinéma. Je t'avoue que des fois, la ligne du temps, hein, c'est comme... je suis comme... Ça, 2009, OK, ouais, c'est vrai. Es-tu capable de te rappeler comment tu as découvert ou tu as décidé de venir animer à CISM? En fait, j'ai essayé une première fois avec mon ami Maxime Mona. On avait fait un démo pour un show de shoegaze et de post-rock qui s'appelait « Fixe tes souliers », puis on s'était fait dire non, notamment parce qu'il y avait, soi-disant, et c'est absolument pas faux, déjà les Criquets Crinqués de Jean-François Rioux qui couvrait pas mal ce turf-là, puis qui était déjà à l'époque une institution. Fait que c'est ça. J'avais comme essuyé un premier refus, mais tu sais, tout de suite, puis Max, c'était quelqu'un à qui les deux, on était au bac en cinéma. Ah oui, maintenant, il travaille dans l'industrie du jeu vidéo. Effectivement. Ben oui. Puis, c'est ça. Mettons, après ce premier échec-là, ça m'avait comme traîné. J'étais quand je veux quand même faire un show de radio. Puis la deuxième fois, j'imagine, le projet était un petit peu plus... singulier. Je pense qu'on citait des genres musicaux qui étaient moins dans la grille horaire de CISM. On était comme on veut faire jouer de l'ambiance, du psych rock, du doom, du stoner, des trucs comme plus heavy. Il y avait moins... Les shows de métal qu'il y avait, c'était des shows plus death puis black. Puis, ouais, le métal extrême, comme on dit. Le doom, ça peut être extrême à sa façon. C'est juste l'autre bord de l'extrême. Mais puis j'aimais ça, là, le métal extrême, mais c'était pas ça que je voulais. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment les trucs plus lents puis plus lourds d'une manière comme... Puis j'imagine que la case horaire était déjà factorisée dans la proposition. Non. Mais tout de suite, ça a été comme magique. Cette case horaire-là, ça a été fantastique parce que on n'avait pas de quota. Oui. Alors, il faut savoir, pour les gens qui ignorent un peu cette réalité-là, que tout ce qui joue jusqu'à minuit est soumis au quota du CRTC, nombre de contenus francophones, canadiens, etc. Et quand vous avez des genres musicaux, surtout anglais ou internationaux, mais surtout anglais, voilà. Je me serais mal vu faire ce show-là semaine après semaine en essayant de faire jouer les mêmes artistes locaux. Ouais. Puis ça m'aurait brimé. C'est pas ça que je voulais faire. Quand il y avait un artiste local qui tombait dans mon créneau, ça me faisait plaisir d'en faire jouer, mais c'était pas... pas suffisant pour alimenter chaque semaine. Exact. Puis ça aurait créé de la répétition. J'aurais eu moins de fun, c'est certain. Fait qu'il y avait cette question-là des quotas, puis il y avait aussi aucune pause publicitaire. Ouais. Fait que tout d'un coup, de faire jouer des très longues tunes, d'avoir... ça devenait possible. Il y avait quand même... On divisait quand même le show, moi puis Jean-François Cadieux, avec qui j'ai fait les premières années de l'émission. On avait comme une idée, la première heure était un peu plus rock, puis la deuxième heure était plus exploratoire. Puis on essayait de faire une transition, comme, mettons, ça se désintégrait lentement. Là. Fait que, mettons, les premières affaires plus expérimentales étaient quand même peut-être un peu plus structurées, puis éventuellement, tu étais comme vraiment freeform. Puis, ça pouvait aller freeform autant, free jazz, tout d'un coup, t'es comme genre, c'est super busy. Puis, des fois, la deuxième heure était plus intense que la première heure, parce qu'elle était comme, genre 30 minutes de Merzbow ou, comme un bon gros 20 minutes de free jazz vraiment, vraiment comme agressivement free. Mais il y avait toujours cet esprit de transition-là. Mais la liberté que ça nous offrait, puis aussi le plaisir de... Comme je te dis, là, la radio de nuit, c'est magique. Là, t'es tout seul dans les studios de CISM.
t'es là, t'as ton micro, il y a comme cette espèce de petite lumière un peu dorée là, t'es devant la console, puis là, t'as l'impression que, en faisant play sur la musique, t'es en train d'envoyer, comme tu projettes, puis tu projettes dans la nuit, puis il y a quelque chose, il y a vraiment, puis c'est quelque chose dont je parle dans le livre, pas forcément à travers mon expérience, mais à travers l'expérience de, il y a d'autres gens, à qui je parlais, qui avaient fait des émissions de nuit, puis à chaque fois qu'on s'en parlait, ouais, il y a une magie là-dedans, il y a une vibe. Une des choses que j'ai remarqué aussi dans ton livre sur Il est strictement défendu de boire en studio, 30 ans de bénévolat à CISM, une des choses que j'avais remarqué aussi, c'est à quel point c'était une pépinière de talent, CISM. Oui, absolument. Puis je veux dire, on le voit vite. Dès les premières pages, là, je pense que ça apparaît déjà page 11 ou quelque chose comme ça. Là. J'ai pas ça exactement sous les yeux, mais rapidement, on voit ça, puis on se dit, attends, mais il y en a eu du monde, puis surtout la génération Musique Plus. Oui, la génération Musique Plus, il y en a eu. Mais il y a beaucoup de gens de la génération Musique Plus qui ont été très brièvement à CISM, puis qui ont assez vite gradué, mettons. C'est devenu un tremplin, disons. Oui. Je pense qu'à une certaine époque, là, il commence à y avoir du monde qui effectue. Je pense à Eugénie Lépine-Blondeau qui a commencé à CISM, puis qui a fait le. Mais pendant un bout de temps, j'ai comme eu l'impression que ça communiquait moins, puis que c'était un petit peu plus difficile, puis je trouve ça dommage parce qu'en fait, je trouve que effectivement, c'est une incroyable école de radio, puis je pense que c'est le meilleur endroit pour faire ses erreurs, c'est le meilleur endroit pour faire ses idées folles. Et connaître ses premiers succès. Et connaître ses premiers succès, mais aussi, je pense que d'apprendre le métier en le pratiquant, ça reste la meilleure façon de le faire, mais Mais oui, il y a plein de gens qui ont commencé à CISM, Ben oui. Ben, j'ai un extrait là, que j'avais préparé. Sébastien Benoît à La Fureur. Ben, je vois aussi Pascal Jean qui avait fait Punk Pas les nerfs. Oui. Excellent titre, comme beaucoup des titres. La Grande Ludothèque, guys, c'est un peu plate, là. Mais, tu le sauras pour ton deuxième show, là. C'est ça, quand mon deuxième show, deux, mais Punk Pas les nerfs, puis là, à un moment donné, Régent Laplanche, Reg Laplanche, le fameux VJ à Musique Plus dans l'émission de Punk, qui dit « Ah, moi, j'écoutais ça, Punk Pas les nerfs. Ouais. » Là, c'est comme, wow, OK. Fait qu'on voit vraiment tout mais ça. Mais c'est aussi ça, tu sais, c'est comme, il y a des gens qui avaient plus accès à la culture mainstream qui s'abreuvaient à même, tu sais, il y avait un peu plus à cette époque-là ce rapport-là entre le mainstream puis l'underground, puis tu sais, la radio universitaire, c'était vraiment la voix de l'underground, puis c'était là que les choses allaient exister avant d'exploser, puis c'est encore un peu le cas, là, je dis pas que ça se fait plus entièrement comme ça, mais c'est plus un pipeline direct parce que tu as tout l'écosystème d'Internet pour un peu comme dérégler ça, puis je dis pas, j'utilise le verbe dérégler, mais je veux pas le dire forcément d'une manière péjorative, tu sais, à certains égards, c'est positif, là, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette époque-là où tu faisais tes classes à la radio universitaire, soit comme animateur, soit comme band, puis éventuellement, peut-être que tu avais gagné l'expérience pour graduer. Oui, il faut dire que CISM était un tuyau de découvrabilité qui est le genre de tuyau menacé maintenant avec les plateformes en ligne comme Spotify. Absolument. Parce que c'est qui fait une playlist sur laquelle on va retrouver des trucs, puis comment je vais découvrir ta playlist. Puis éventuellement, l'algorithme finit par prendre le dessus. Puis tu sais, moi, en tant que disqueur, je peux te dire que par contre, j'ai beau chialer sur Spotify puis haïr ça de tout mon cœur, de temps en temps, il y a comme un kid qui va rentrer dans le magasin, il a 16 ou 17 ans, puis je comprends pas comment il s'est bâti les goûts musicaux qu'il a. Je suis comme, écoute, le jeune, ça m'a pris 20 ans pour arriver là où t'en es. Je suis un peu jaloux, mais tu sais, c'est ça, là, il s'est mis à écouter des affaires un peu wild, puis genre, il a laissé ça flyer, puis à un moment donné, l'algorithme était rendu, tu sais, probablement qu'en analysant des gens comme moi, l'algorithme a fait comme si t'aimes ça, tu vas aimer ça, puis si t'aimes ça, tu vas aimer ça. Puis éventuellement, ça se rend jusqu'aux oreilles des autres. C'est juste, je trouve ça dommage parce qu'il n'y a plus cette relation intime là, de passeurs. Les gens, il y a beaucoup de gens là, qui justement qui font de la radio à CISM dans les années 2000, qui l'écoutaient dans les années 90, etc., puis qui disent comme moi, je faisais confiance à telle émission. J'écoutais telle émission. Puis ça, je trouve ça important parce que c'est plus juste... J'ai ramassé des trucs, le Spotify m'a feedé, tu sais. Puis c'est plus juste comme un agrégat de données. C'est vraiment une perspective subjective puis humaine sur la culture. T'sais. Puis ça, je pense que personne ne va me faire croire que ça se perd pas un peu. Même s'il y a encore un peu de ça. Là, 100%, on est une espèce qui répond très bien à la narrativisation, puis le fait de se faire raconter l'histoire de quelque chose. Moi, je pense que c'est pour ça que les gens continuent à venir suivre des cours à l'université,
au lieu de te promener quelque part sur Wikipédia, puis quelque part sur YouTube, puis d'accumuler plein d'affaires de façon désordonnée, ben tu peux vraiment avoir le récit qui a été structuré par quelqu'un qui a passé 20 ans à découvrir des trucs. Puis là, puis qui pense pas juste en onglets disparates aussi. Oui, c'est ça. C'est pas juste des onglets disparates. Belle façon de le dire, effectivement. Fait que toi, ben, t'arrives à CISM, puis là, CISM fait partie de ta vie sur le long terme. C'est pendant 15 ans. Pendant 15 ans, ça t'occupe 2 jours, je sais pas, là, ton rythme de travail. C'était... Ben, en fait, il y a eu 2 phases aux états altérés. La première phase, je pense que c'est les 6 premières années, on était en co-animation, moi puis Jean-François Cadieux. Puis pour vrai, quand Jean-François est parti, je me suis dit combien d'années je vais faire ça encore, tu sais, finalement. Ouais. 9 ans de plus, fait que ça a été, là. Mais tu sais, quand c'était avec Jean-François, ben c'était toute la semaine, dans le fond, parce que, tu sais, on écoutait des affaires. Moi, cette semaine, je vais faire jouer ça. Puis lui, il me disait, moi, cette semaine, je vais faire jouer ça. OK, fait que c'est un peu ça la vibe cette semaine, tu sais. Puis, fait que tout le long de la semaine, il y avait cette espèce de petit dialogue-là qui s'installait où, tu sais, on se faisait des genres de back and forth sur genre, comme, si tu fais jouer ça, peut-être que je vais aller plus dans telle direction. Puis, OK, t'as un bloc de 2 tunes très, très desert rock. Bon, ben, je vais aller dans cette direction-là, moi aussi. Ou, tu sais, j'ai quelque chose qui ferait bien la transition vers la deuxième heure. Fait que ça, c'est les 6 premières années de l'émission. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, le show, il est 7 jours sur 7. C'est comme genre quelque chose qui c'est comme en arrière-plan, puis ça tourne. T'sais. C'est un petit peu chaque jour, tout le temps. T'sais. Après ça, je te dirais que c'est resté ça, même quand j'étais en solo, dans la mesure où, tu sais, je continuais de, tu sais, comme j'écoutais de la musique toute la semaine, puis quand j'entendais quelque chose qui m'accrochait l'oreille, je le mettais dans, tu sais, des fois, j'avais comme 3 projets d'émission. Tu sais, j'étais comme, ça irait pas dans l'émission où je fais déjà jouer telle affaire, mais je vais quand même le mettre dans une playlist plus loin pour une éventuelle émission. Fait que tu as une des tracks dans ton 8 tracks intellectuel là, qui est toujours là en permanence. C'est exact. Comme, okay, ça rentre là. Je pense la musique comme ça, tu sais, puis qui, dans une certaine mesure, commence à écouter moins d'autres choses. Tu sais, Quand j'ai arrêté de faire l'émission, je te dirais, j'aimais encore autant cette musique-là, puis j'en écoute autant, mais j'avais un peu besoin, puis tu sais, faire Fontaine de Jazz, ça m'avait un peu ouvert cette porte-là, là, mais tu sais, j'avais un peu besoin de plus sentir l'obligation de toujours piocher les mêmes... les mêmes veines. J'étais correct, là, c'est pas que il y en a encore là, dans ces mines-là, là, mais genre, j'ai envie de pouvoir écouter telle affaire puis de pas avoir l'impression que je suis pas en train de faire ma job pour la radio. Voilà, exactement. Fait que mais c'est sûr que en bout de ligne, concrètement, il y avait une journée où comme je finalisais l'émission, je m'installais. Pendant longtemps, je l'ai fait live. Après ça, à un moment donné, c'était taxant physiquement. Je faisais de minuit à 2 heures. Après ça, je rentrais à la maison. Je marchais de CISM. Souvent, je marchais de CISM jusqu'à Saint-Laurent. Puis je passais par les bagels Saint-Viateur de nuit. Je me ramassais des bagels. Je mangeais le premier quand il sortait du four. C'était délicieux. Puis après ça, le lendemain, j'avais encore des bagels pour, On espère plus qu'une journée. C'était... oui, quand même, là. Puis c'était comme un genre de petit rituel. Puis à un moment donné, tu sais, semaine après semaine après semaine après semaine, tu finis par commencer ta semaine en décalage absolu avec le réel parce que tu es rentré à 4 heures du matin puis t'es crevé bien raide. Fait que le mardi, tu te lèves vraiment tard. Là, j'étais comme à la remorque du réel. Puis, comme je te dis, je suis tombé malade. J'ai pogné le zona puis il y a plusieurs causes à ça, mais je suis certain que CISM était quand même un peu responsable. En tout cas, puis à partir de là, pendant des années, j'ai continué à le faire, mais là, c'était préenregistré. Puis je te dirais, de le préenregistrer quand même, j'ai quand même eu du fun. Puis mais ça enlevait ce plaisir. Mais c'était plus la même chose. C'était plus comme un punch-in, punch-out, il faut que je le fasse. Puis c'était moins un rituel, puis c'était moins comme une expérience, puis c'était moins comme... Tu sais, des fois, de minuit à 2 heures, puis là, j'avais un ami qui me disait comme, tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, puis j'étais comme, écoute, viens, moi, j'anime mon émission, mais tu sais, sur 2 heures, concrètement, je parle au micro pendant 12 minutes, puis le reste du temps, on est à la station, puis on écoute de la musique, puis tu sais, on boit pas parce que c'est strictement défendu de boire en studio. Très important de dire. Mais on va pouvoir passer du temps à la station en ne buvant absolument pas. Oui, puis c'est pas écrit qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire ou qu'est-ce qui était interdit de faire en dehors du studio. C'était un rituel, c'était un rituel vraiment particulier, puis c'était vraiment sympathique.
Puis c'est ça, là, comme à un moment donné, tu fais la même chose pendant 15 ans, puis pour vrai, jusqu'à la dernière minute, là, tu sais, là, genre, quand j'ai pris cette décision-là, tu sais, premièrement, quand j'ai envoyé le email, j'ai versé une larme, tu sais, j'étais comme, il faut que j'arrête, là. Puis quand j'ai enregistré la dernière émission, là, tu sais, j'avais comme un nœud dans la gorge, puis tu sais, je m'étais pas donné de chance parce que je faisais juste jouer, tu sais, c'est une de ces fois-là où je me suis dit, ben je vais faire jouer des tunes que j'ai déjà fait jouer. Là. Fait que c'était comme un genre de greatest hits. Puis j'avais l'impression d'être avec toutes mes meilleures amies des 15 dernières années puis de leur dire bye une dernière fois. Là. Puis j'étais comme, hey, okay, fait que ça tu sais, il y a des lifers, là. C'est une des métaphores que je sais plus c'est qui. C'est un des termes que tu utilises dans le livre. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai utilisé à la base. Là. Mais dans une des entrevues vers le 2/3 du livre. Là, je pourrais quelqu'un me dit, tu sais, à CISM, il y a des lifers, puis tu sais, c'est ça, là, ces lifers-là, ils restent à la station pas mal jusqu'à la fin. Puis vraiment longtemps, j'ai pensé que j'allais en être un, là, que j'allais me rendre jusqu'à... Il allait m'enterrer le micro à la main. Puis finalement, c'est ça, là, à un moment donné, j'ai accepté que en fait, je m'occupais du balado de 24 images aussi. Puis là, des fois, il y avait des semaines où j'étais comme, j'ai de la misère à faire le balado de 24 images pour lequel je suis payé parce que j'étais en train d'essayer de faire mon émission bénévole, puis là, ça devenait... J'étais comme, OK, soyons un adulte responsable et... Tu tombes dans la région des conflits de loyauté, là, puis là, c'est comme... c'est terrible. C'est vraiment... Je suis désolé, j'ai failli à ma tâche, absolument. Je m'excuse. Mais tu vois, c'est pour ça que j'accepte... Tu m'invites à CISM, je suis comme présent, forcément. Là. Puis je pense, en fait, c'est Sébastien Benoît là, qui m'a dit ça, là, puis c'est comme quelqu'un qui a tout de suite... Ça n'a pas été un problème d'avoir un entretien avec Sébastien Benoît pour un livre sur CISM. Puis, tu sais, tout de suite, j'ai comme compris que, tu sais, comme c'était tatoué sur son cœur à lui aussi, tu sais, puis c'était pas comme... Tu sais, il est clairement ailleurs dans sa vie, mais tu sais, si tu lui dis CISM, c'est comme un peu une poignée de main secrète pour comme, OK, ben je vais la faire, ton entrevue pour un livre sur CISM. Oui, c'est ça, c'est déterminant, puis ça reste déterminant dans le parcours des gens, même s'ils ne sont pas restés ici comme des lifers, comme on dit. Exact. Puis écoute, je reviens un peu en arrière sur l'expérience des jeux rétro, parce que vers la fin de ton livre, je suis tombé sur ton entrée sur Star Tropics. Oui. J'adore Star Tropics. Quel weird jeu. J'ai toujours aimé ça dès que j'étais jeune. Et encore aujourd'hui, là, j'ai 43 ans. Ça m'arrive encore régulièrement. Si je marche dehors puis qu'il fait beau puis que je m'en vais quelque part, je chantonne la chanson de Star Tropics du Overworld. C'est une bonne tune. Est-ce que tu fais du yo-yo en même temps aussi? J'ai jamais été bon au yo-yo, mais probablement que j'avais le goût à l'époque. Il faudrait. En fait, il faut que tu trouves un yo-yo. Il faut que tu vives le rêve là, maintenant. Il faut que tu deviennes aussi bon au yo-yo que dans Star Tropics. C'était délicieux comme jeu. Ce qui est le fun avec Star Tropics, Star Tropics a cette qualité-là qu'un jeu comme Earthbound a aussi, je trouve, d'être un univers que tu n'as jamais vu. Ouais. C'est une des raisons lesquelles Star Tropics, tout de suite, tu fais comme, aïe, il est bien cool ce jeu-là, c'est que tu n'as jamais joué à un jeu qui se passait exactement dans ce monde-là. Puis pour revenir à l'exemple de Shadowrun, le Cyberpunk, à cette époque-là, jouer à un jeu vidéo Cyberpunk, tu as quand même un peu l'impression d'explorer cet univers-là pour la première fois. Puis ça, je trouve que ça a énormément de valeur. Puis l'imaginaire de Star Tropics, il est comme patché, puis il est weird. Puis tu sais, à ce jour, tu ferais quelque chose qui ressemble à Star Tropics, puis je pense que tout le monde ferait... Tu sais, c'est pas comme un genre qui est devenu... Tu sais, de la même manière que Earthbound, cette espèce de drôle de saveur-là n'a jamais été réellement copié, ou en tout cas jamais copié correctement. Je pense que Star Tropics, tu sais, c'est Star Tropics, là. Ben oui, absolument. Puis écoute, il y avait aussi cette citation-là que j'ai vraiment beaucoup accrochée. Quand tu décris Bomberman, t'as un petit passage où tu dis « Les gens vont dire que c'est pas un vrai Bomberman parce que c'est plate, il n'y a pas de mode multijoueur, gna 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 gna. » C'est écrit ça textuellement. Oui, absolument. Travailler sur l'oralité qu'on dit. Oui, on le voit très bien, effectivement. Puis j'ai ce passage-là que j'adore, que tu as écrit sur Bomberman. « Les ennemis en question sont absolument adorables. Ça me brise donc le cœur d'avoir à les piéger sournoisement à l'aide d'explosifs. Mais l'essence précède l'existence dans l'univers de Bomberman. Puis avec un nom comme ça, tu t'en sors pas. Les chances sont que tu vas poser des bombes. C'est plus fort que toi. Ça te gruge par en dedans. C'est ta raison d'être. T'es né pour ça. Et rien, ni personne, ne va pouvoir t'empêcher de mettre à exécution ton plan, de faire tout sauter partout, tout le temps.
C'est vrai. Tu t'appelles Bomberman. Tu t'appelles Bomberman. C'est pas vrai que tu vas pas poser de bombes. T'es là pour mettre des bombes. C'est ça. Mais c'est vrai en plus. Puis les sprites de ces jeux-là, c'est vrai qu'ils sont souvent adorables. Je trouve que le NES a peut-être la meilleure collection de sprites iconiques qui ont comme vraiment adorables puis aisément reconnaissables puis vraiment juste qui ont de la personnalité. Il y a quelque chose dans cette limitation graphique-là que les meilleurs designers graphiques ont vraiment bien utilisé. Puis il y a une raison pour laquelle, même aujourd'hui, cette esthétique-là du pixel est aussi populaire. Là, je pense qu'on comprend. Puis il y a aussi une autre affaire. Là, ces pixels-là, ils étaient vraiment pensés pour la manière dont une télé cathodique, ça fonctionnait. Ça, là, c'est important de le dire pour tous nos auditeurs, nos auditrices. Là, le pixel art, comme on l'appelle aujourd'hui, avec les belles lignes bien découpées au couteau, ça n'a jamais existé. Parce que les pixels bien découpés, le phosphore sur les écrans cathodiques se mélangeait. Donc, c'était pas comme de l'acrylique. Si on peint à l'acrylique, l'acrylique ne se mélange pas, il recouvre. Mais si on peint à l'huile, là, nos morceaux vont se mélanger, nos pigments vont se mélanger. Donc, il faut vraiment pas penser que c'était tout net découpé au couteau. C'était toujours en dithering, comme on appelle. Oui, l'espèce de fuzz analogique. Exactement. Qui fait que tout bleed ensemble. C'est incroyable ce que ça fait. Puis des fois, tu vois des comparaisons, justement, là, sur une télé cathodique versus sur une télé contemporaine. Puis t'es comme, OK, c'est tellement... Il y a comme un flou artistique qui se crée, puis c'est vraiment ça. Là. Puis, tu sais, c'est pensé comme ça, tu sais, clairement. C'était prévu pour ça. Je trouve ça... Il y a un savoir-faire là-dedans qui est quand même fascinant. Absolument. Puis écoute, je me permets d'y aller avec un passage un peu personnel. Moi... J'ai vraiment beaucoup aimé beaucoup de jeux NES, puis je pense à Megaman en particulier. C'était une série que j'adorais. Oui, t'as l'air d'un gars de Megaman. Oui, j'en possédais aucun, mais on les louait au club vidéo. Mon cousin en avait... non, c'était une location, ça aussi. Puis évidemment, je me suis mis à Megaman sérieusement plus tard, là, quand c'était rendu un peu passé de mode. T'sais, là, j'ai vraiment approfondi ça. T'as fait ton bac en Megaman. J'ai fait mon bac en Megaman. Mais quand Megaman a viré au Super NES avec Megaman X, c'était super cool, c'était super beau, les armures sont plus grosses. C'est hallucinant quand même, le look il est débile. C'est super. Puis quand Megaman est tombé sur PlayStation, là, il y avait des voix enregistrées. Puis là, les voix aiguës, nasillardes, animées, puis il y avait des cutscenes, des cinématiques, vraiment comme des animés japonais. Puis là, moi, ça m'a fait un repoussoir. Puis là, j'ai compris que dans le fond, toute la limitation du pixel art bloquait l'ambition des créateurs qui était de faire du manga, mais bon, hein? Puis moi, quand j'étais petit puis que j'avais pas les codes du manga parce que ça n'existait pas dans mon univers à moi, il y avait Goldorak, mais on n'appelait pas ça des mangas, on savait pas trop c'était quoi. Il y avait juste Goldorak, tu sais. Puis là, finalement, quand on est arrivé là, j'ai fait « Ah, mais moi, dans le fond, j'aime pas ben ça, finalement. » J'avais comme compris l'esthétique low-fi pixel, pas comme étant de l'animé, comme étant son propre truc. Oui, effectivement. Puis c'est drôle parce que je pense que quand tu regardes les pochettes de ces jeux-là au Famicom, oui, au Japon, tu le comprends tout de suite. Oui, c'est vrai. Tandis que quand tu regardes les pochettes nord-américaine. Parlant de la pochette de Megaman 2. C'est une... Oui, mais ça, c'est... Il y a des crimes de guerre qui se... Mais tu sais, c'est clair que tu vois cette esthétique-là au Japon être assumée, elle est claire, puis les gens, ils ont ces codes-là. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose... Quand je suis allé au Japon, j'ai ramené comme une Famicom avec une batch de jeux qui n'avait jamais été sortie en Amérique du Nord. C'était quelle année, ça, t'es allé au Japon? Je sais plus... C'était avant ou après ton bac? C'était après mon bac. En fait, c'est avant que Vieille École sorte parce qu'il y a quelques références à certains jeux japonais que j'avais justement pu jouer là-dessus. Genre le Star Wars japonais où dès le premier niveau, Darth Vader se transforme en scorpion. oui, je me souviens d'avoir lu ça, effectivement. C'est ça. Ça, c'est le genre d'affaires que j'ai découvert grâce à mon périple de recherche de Famicom au Japon. Mais c'est fascinant parce que tu arrives dans ce monde-là. Puis il y a des jeux où tu vois la pochette comme ce jeu-là était vendu au Japon. Puis t'es comme, en fait, il y a un immense travail de traduction culturelle qui se faisait à cette époque-là. Je pense à le jeu de Dragon Ball qui devient Dragon Power. Oui. Puis, tu sais, toutes ces espèces de trucs-là qui... Tu sais, t'as un jeu, il est programmé. Pour le marché japonais, c'est parfaitement logique, c'est parfaitement raisonnable, puis c'est comme 100% d'un code culturel. Mais comment tu vas vendre ça en Amérique du Nord? Puis souvent,
la pochette faisait comme 80% du travail parce que tu regardais la pochette puis c'était comme ça te donnait l'impression que c'était quelque chose qui s'inscrivait dans un genre de bassin de référence culturelle que tu avais. Puis après ça, tu mettais la cassette, tu étais comme, attends une minute, c'est pas vraiment le jeu qu'on m'a vendu, ça. Ça avait pas l'air de ça. Ça aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est ça, quand tu retournes aux pochettes Famicom, tout d'un coup, t'es comme, ah ouais, OK. Eux autres, ils s'en cachaient pas. Là. C'était ça, la vibe de ce jeu-là. C'était ça, ce produit-là. C'est juste une fois arrivé en Amérique du Nord que quelqu'un était comme, c'est pas vrai qu'on va vendre ça comme ça. C'est bien que trop weird. Ah oui, hein? OK, ben écoute, on va se laisser là-dessus. Je vais te demander un truc, ce serait de lire l'entrée sur Super Mario Bros. 2, OK. parce que ça illustre exactement ce que tu étais en train de nous expliquer. J'ai toujours été fasciné par l'idée que Mario rêve à ce qui se passe dans Super Mario Bros. 2. Tant qu'à ça, ils auraient dû appeler ça Super Mario Dream World ou quelque chose du genre. Un titre comme Super Mario Bros. 2, ça nous induit en erreur de toute façon. Ça donne l'impression que Super Mario Bros. 2 est d'une quelconque façon une suite du premier Super Mario Bros., alors que c'est pas pantoute le cas. Le tout débute par cette phrase « When Mario opened the door after climbing a long stair in his dreams, another world spread before him. » La structure même du jeu reflète cette idée d'univers parallèle qui s'emboîte et se multiplie. La logique du rêve en a contaminé le fonctionnement. Tout est déroutant dans Super Mario Bros. 2. Une potion rouge nous permet d'accéder temporairement à l'envers du monde visible, comme si les niveaux s'étendaient sur 2 plans d'existence distincts qui communiquent entre eux par le biais de passages éphémères. Quand on ne savait plus quoi faire, on s'amusait parfois à créer ces brèches un peu partout, à la recherche d'un quelconque secret qui aurait été dissimulé dans le plus improbable des replis de cette double réalité déconcertante. Bien sûr, on trouvait tout ça étrange, mais jamais ça ne nous aurait passé par la tête de penser que ce jeu-là n'était pas vraiment un Super Mario Bros. Et que sa singularité trahissait en fait ses véritables origines. On avait appris à faire comme si de rien n'était, à trouver parfaitement normal l'étrangeté de ce jeu. Mais Super Mario Bros. 2 répondait en fait à une question que l'on se pose tous. À quoi rêvent les personnages de jeux vidéo? Ils rêvent qu'ils sont dans d'autres jeux, apparemment. Et voilà, c'était tout pour la Grande Ludothèque. Merci Alexandre Fontaine-Rousseau pour ton passage chez nous. Je repasse quand tu veux parce que pour vrai, je suis en train de penser à ça. Puis il y a plein de sujets vraiment intéressants dont on n'a pas parlé. Là. On n'a même pas parlé des voix dans Star Fox 64 quand on parlait de Nintendo 64. Alors, c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. On fera nos imitations en direct.